sommaire de ce journal, ce 13 juin, la communauté internationale met en lumière des personnes marginalisées, les albinos. Pour cette journée mondiale de l'albinisme, le monde planche sur les albinos et leurs conditions de vie à améliorer. Et puis près de 24 heures après, le monde entier condamne la tuerie d'Orlando aux États-Unis. Une fusillade survenue dans une boîte de nuit gay qui a fait 49 victimes et 53 blessés pour l'heure. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous ouvrons ce journal avec la suite du séjour du chef de l'État en Allemagne. Ce lundi, le président de la République Faure Eswazimna Gnazingbe a participé à Munich à un forum économique entre le Togo et la Bavière. Les relations politiques et économiques entre les deux pays, le Togo comme marché d'entrée dans l'espace CEDEAO et la stratégie en matière énergétique sont entre autres thèmes débattus durant ce forum. Nous reviendrons plus en détail sur les discussions durant ce forum économique entre le Togo et la Bavière dans nos prochaines éditions. Et au courrier départ du chef de l'État ce lundi, le président de la République a adressé un message de compassion à son homologue américain Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Le message dit ce qui suit. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que j'ai appris la nouvelle de la fusillade meurtrière perpétrée dans une discothèque de la ville d'Orlando, provoquant la mort de plusieurs dizaines de personnes et de nombreux blessés. En cette circonstance particulièrement tragique, je voudrais, au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom personnel, vous adresser mes sincères condoléances. Je vous prie également de bien vouloir exprimer mes sentiments les plus compatissants aux familles des victimes ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le Togo condamne fermement cet acte inqualifiable qui endeuille toute l'Amérique et réaffirme son soutien aux efforts de lutte contre tous les actes extrémistes qui s'opposent aux valeurs de paix et de liberté. Je vous prie, Monsieur le Président, de croire en l'assurance de ma très haute considération. Signé Faure Eswazimna Gnazingbe, président de la République. 49 morts et 53 blessés, c'est le dernier bilan de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Plus de 24 heures après la tuerie d'Orlando, l'émotion est à son comble dans le pays. Meurtrière de toute l'histoire des États-Unis. À Orlando, quelques heures après le massacre, la foule se rassemble en silence dans un parc. Au même moment, à Washington, plusieurs centaines de personnes devant la Maison-Blanche entonnent l'hymne américain. Sur tous les visages, la même émotion et la même colère. Je m'appelle Michael Rachid, je suis un gay noir musulman. La tuerie s'est produite en pleine nuit vers 2 heures du matin. La nouvelle provoque un choc à travers tout le pays. Les Américains apprennent à l'aube le bilan, il est effroyable. 49 personnes abattues dans une discothèque fréquentée par des homosexuels en Floride. Il s'agit d'un attentat. Dans toutes les grandes villes des États-Unis, des rassemblements. À Chicago, Los Angeles, New York. À Orlando, ce matin, les familles de victimes se pressent à l'hôpital. À ce moment-là, il n'y a pas encore de liste de personnes décédées. Tous attendent des nouvelles. C'est mon garçon, il travaille dans la musique. Je veux juste savoir où il est. Un peu plus loin, une femme qui tient dans ses mains son téléphone avec les derniers messages de son fils. Maman, je t'aime. Il y a une fusillade dans le club, je suis enfermée dans les toilettes. Appelle la police. Appelle-les, je vais mourir. Au fil de la journée, les identifications des victimes progressent. Et à chaque nouveau nom révélé par les autorités, les mêmes scènes de détresse.
La nuit dernière, de nombreux monuments comme la Grande Roue d'Orlando se sont illuminés aux couleurs du drapeau gay ou ont été plongés dans le noir comme l'Empire State Building à New York. Ce soir, toutes les télévisions américaines diffusent les premières images des victimes avec leur âge, entre 20 et 37 ans. Et on en sait un peu plus sur l'auteur de ce massacre. Un jeune Américain d'origine afghane décrit comme quelqu'un de violent et d'instable, entendu 2 fois par les forces de sécurité américaines. Omar Mateen, 29 ans, né à New York. Au nom de quoi cet Américain d'origine afghane a-t-il semé la terreur à Orlando? S'agit-il d'un homophobe ou d'un islamiste radical? Beaucoup de ceux qui l'ont connu décrivent un homme en colère et violent, comme son épouse, mariée avec lui en 2009 pendant quelques mois seulement. Quelques mois après que nous nous soyons mariés, j'ai vu qu'il était instable, bipolaire et qu'il s'énervait sans raison. C'est là que je me suis inquiétée pour ma sécurité et après quelques mois, il s'est mis à me maltraiter physiquement. Chez ses anciens collègues, les mots sexistes, racistes et homophobes reviennent souvent pour le qualifier. Quand il parlait de ces choses-là, il criait. Et bien sûr, il était insultant et en colère, et ce n'était pas rare. Son père, qui a par le passé tenu des propos favorables aux talibans afghans, décrit son fils comme un homophobe viscéral, mais il réfute toute radicalisation religieuse. Pourtant, Omar Mateen a été entendu 2 fois par le FBI, en 2013 pour des propos véhéments pro-terroristes et en 2014 pour ses liens avec un Américain parti rejoindre Daesh. Mais à chaque fois, le dossier a été classé sans suite. Aujourd'hui, le FBI le qualifie pourtant de radical. Il y a des signes forts de radicalisation de ce tueur et d'éventuelles influences d'organisations terroristes étrangères. Le FBI va devoir expliquer comment cet homme soupçonné par 2 fois a pu continuer à travailler dans une compagnie de sécurité et détenir un port d'armes en toute légalité. Pour renforcer la sécurité et lutter contre le trafic illicite des drogues et la criminalité transnationale, nous sommes en page nationale, l'ambassade des États-Unis soutient le Togo à travers un important lot d'équipements, d'outils informatiques et de matériel roulant. Un geste estimé à près de 285 millions de francs CFA réceptionné ce lundi par le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. Le compte rendu avec Eric Djanikbo, Augustin Kossi et Nathalie Panéré. Le trafic illicite des drogues, la piraterie maritime et la criminalité transnationale sont autant de fléaux qui menacent le monde aujourd'hui et particulièrement le continent africain. Le Togo, quant à lui, veille au grain à travers l'Office central de répression du trafic illicite de la drogue et du blanchiment. Un nouveau pas dans le renforcement des capacités opérationnelles de cet office vient d'être franchi. Les États-Unis d'Amérique mettent à sa disposition 3 véhicules tout-terrain, des équipements de sécurité, du matériel informatique et des kits de détection. Un don évalué à environ 285 millions de francs CFA. Le don que nous venons donc de recevoir aujourd'hui est impressionnant. Nous accueillons avec un grand plaisir, un soulagement et aussi un espoir de nous projeter davantage donc, dans la lutte contre ces trafics illicites. Ce don fait partie d'un projet de soutien à 3 pays parrainés par Africom de l'armée américaine. Il s'agit du Bénin, du Ghana et du Togo. L'un des objectifs de l'ambassade des États-Unis est de soutenir les efforts du Togo à assurer la paix et la sécurité ici à Togo et contribuer à la paix et la sécurité dans la région. L'importance du Togo en tant que pionnier de transport et d'expédition continue d'augmenter et il est donc d'autant plus important que le Togo ait des outils dont il a besoin pour lutter contre ceux qui veulent faire le trafic des drogues illicites et ceux qui souhaitent financer les autres activités criminelles par le biais illicite du trafic et de la drogue. Le Togo est devenu incontournable dans la sous-région ouest-africaine en matière de lutte contre les trafics de tout genre. Je voudrais vous demander, M. le RSO, de transmettre au gouvernement
africains, la gratitude du gouvernement togolais et dire combien le Togo est honoré de ce don. Le gouvernement a décidé, à travers ses institutions, à travers ses services, de ne pas faire des détails aux trafiquants de tout genre. Africom entend renforcer les capacités de répression et d'intervention des pays bénéficiaires. En plus de l'équipement, il est prévu une formation technique dans l'utilisation, l'entretien et la réparation du matériel. Les acteurs du monde économique du Togo sont en session de formation depuis ce matin à Lomé. Une rencontre d'échange et de partage entre experts sur la gouvernance des entreprises publiques dans notre pays, visant ainsi une transparence et une large diffusion des informations. Ce rendez-vous servira de cadre pour booster l'économie togolaise à travers l'amélioration des prestations des différentes entreprises. Les précisions avec Kwasi Glé et Esther Laclé. La gouvernance des entreprises fait appel au sens de responsabilité de tous, notamment des dirigeants, des conseils d'administration et des directeurs généraux. Ces derniers ont la lourde responsabilité de veiller au respect scrupuleux des règles et normes régissant la gouvernance dans ces entreprises. Les responsables des entreprises publiques ici présents sont donc à l'école de la gouvernance pour une meilleure performance de leur société. Cet atelier à plusieurs aspects. Le premier, c'est de présenter le cadre de gouvernance des entreprises publiques tel qu'il ressort des directives et des guidelines de l'OCDE et qui sont donc maintenant la référence au niveau mondial en termes de gouvernance. C'est ensuite, par la voie de présentation et d'échange avec des présidents de conseils d'administration et des administrateurs d'entreprises publiques, d'évoquer le rôle des conseils d'administration dans les entreprises dont la gouvernance respecte ces principes. Et puis c'est enfin de, bien entendu, évoquer le rôle de l'État actionnaire. Les travaux se tiennent dans le contexte du projet Secteur financier et gouvernance. Et comme partenaire, le Togo a à ses côtés la Banque mondiale. Nous convenons tous qu'une bonne gouvernance donne des bons résultats. Certains pays développés, par exemple la Malaisie, le Singapour, la Finlande, la Norvège, ont montré que la clé pour améliorer la performance des entreprises publiques est d'instaurer une meilleure gouvernance. Les 2 journées montrent clairement la volonté des autorités togolaises, à travers le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la planification, de faire en sorte que la gouvernance des entreprises publiques au Togo se rapproche progressivement des meilleurs standards internationaux. Le renforcement de la gouvernance dans les entreprises est un défi que tente de relever le gouvernement togolais depuis des années. À cet égard, la loi portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises togolaises est entrée en vigueur depuis un quart de siècle. Malgré les avancées, beaucoup reste à faire. Cette loi méritait une relecture pour l'adapter aux évolutions. C'est pourquoi, en renforcement de ce dispositif, le gouvernement, résolument engagé à l'amélioration de la gouvernance dans les entreprises et l'administration publique, a fait adopter en juin 2014 la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, qui définit les principes et obligations de gestion des deniers de l'État et de celles des autres administrations publiques. Le gouvernement, pour atteindre ses objectifs, a également mis en place des institutions de contrôle au sein de l'administration publique telles que la Direction du contrôle financier des marchés publics, l'Inspection générale d'État et du Trésor, la Cour des comptes. Des institutions dont les missions seront renforcées au cours de ces 2 jours d'assises. Autre actualité, au terme de la formation de 2 ans, la promotion
15 de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, en abrégé IRES-RDEC, va soumettre des travaux de recherche de master professionnel en développement culturel. Des soutenances lancées depuis ce matin par le ministre en charge de la culture. Les précisions avec Antoinette Roumao. Au revoir. Les soutenances du master professionnel en développement culturel de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel IRES-RDEC ont débuté. Du 13 au 14 juin, les étudiants de la promotion 15 de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Sénégal et du Togo vont soumettre leurs travaux de recherche après 2 ans de formation à un jury international. Ce sont des projets que nous montons à travers et les cours que nous avons eus. Nous montons donc des projets culturels qui permettent donc d'ancrer le développement. Nous avons dans ce master 3 parcours. Il y a le parcours culture et diplomatie, le parcours management des activités artistiques et culturelles et le parcours patrimoine et tourisme. Donc tous les thèmes sont orientés dans la spécialité de chaque étudiant. Il s'agit donc d'identifier un problème réel et donc un volet que nous appelons recherche fondamentale. Lorsque le problème est identifié, expliqué, il faut lui apporter une solution. Et donc le deuxième volet porte sur un projet spécifique pour véritablement apporter une solution au problème identifié. L'IRES-RDEC attend de ses futurs impétrants l'excellence pour le développement de la culture en Afrique. Il faut que les jeunes aujourd'hui apprennent à prendre des initiatives, à créer. L'État ne pourra jamais tout faire. Que nos frères et sœurs s'entendent, se mettent ensemble, sans qu'ils respectent les frontières, mais à créer des entreprises allant dans le sens de la culture. La culture contribue au développement d'un pays. Pour cela, elle doit être valorisée. Le ministre en charge de la culture invite donc les étudiants en fin de formation à promouvoir cette culture à travers la qualité de leurs travaux. La culture, non seulement elle contribue au développement économique de nos pays, mais également à l'édification de nos pays. Nous avons un patrimoine et une richesse culturelle insoupçonnée. À vous, étudiants, qui allez sortir de cette illustre institution, faites revivre nos cultures. Je voudrais espérer que vos projets soient jugés pertinents par les membres du jury international afin qu'ils soient effectivement mis en œuvre dans vos pays respectifs pour contribuer au développement culturel de notre continent. Ces soutenances marquent ainsi la fin du parcours académique de la promotion 15, baptisée Promotion Bernard Dadier, en l'honneur à ce grand écrivain de la littérature africaine qui fait la fierté de l'Afrique par ses écrits. On en vient à l'autre actualité de ce lundi à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, célébrée pour la 2e fois ce 13 juin. L'Association nationale des albinos du Togo a organisé une rencontre d'échange à Lomé. À travers ces échanges, l'association entend mener des actions en faveur de l'inclusion sociale et économique des personnes vivant avec l'albinisme et promouvoir leurs droits, vu qu'elles sont marginalisées et discriminées dans le monde. Lucassi, Antoinette Romain, vont voir. À travers le monde, les personnes vivant avec l'albinisme sont souvent marginalisées et stigmatisées. Une situation qui porte atteinte aux droits, au bien-être et à la vie de ces albinos. La journée du 13 juin qui leur est dédiée est consacrée à la sensibilisation. L'Association nationale des albinos du Togo, ANAT, en profite énormément. Elle qui milite pour une réelle inclusion sociale et économique des albinos. L'albinos est une personne humaine comme toutes les autres et qu'il n'y a pas de place à la discrimination, à la stigmatisation des personnes vivant avec l'albinisme. Vous voyez une personne vivant avec l'albinisme, considérez-la comme un de vos frères ou une de vos sœurs et comportez-vous de façon normale à son égard, tout comme les autres.
ce que nous demandons, c'est d'éviter de lancer des sobriquets, des comportements répulsifs envers les personnes vivant avec l'albinisme simplement parce qu'elles sont albinos. L'ANAT entend promouvoir les droits et lutter contre les maux dont souffrent les albinos. Le ministère en charge de l'action sociale s'est engagé à soutenir les albinos dans toutes leurs actions. Présent dans tous les pays et toutes sociétés, l'albinisme frappe à divers degrés les victimes. Pour qu'un enfant soit atteint de cette maladie héréditaire, l'homme et la femme doivent avoir un gène déficitaire. Les maladies cutanées et oculaires sont le plus souvent les dérivés de l'albinisme causés par l'absence de mélanine. La suite de cette édition avec les réformes introduites par l'Office togolais des recettes OTR pour sécuriser les marchandises en transit sur le territoire national. Un système de suivi électronique des camions du port autonome de Lomé jusqu'à destination a été mis en place. Les avantages de ce nouveau système avec Arnaud Kili. On passe aujourd'hui au suivi électronique des marchandises en transit avec la pose des balises. Ce système de tracking de marchandises permet à l'OTR de sécuriser les marchandises en transit et lutter ainsi contre les reversements qui nuisent à l'économie nationale. Sur le cordon douanier, des dispositions sont prises au niveau des postes de contrôle avec des moyens modernes pour un suivi conjoint des marchandises du départ jusqu'à destination. La première des choses, c'est l'informatisation de nos procédures. Ensuite, nous avons ce que nous appelons la génération du T1. Et cette génération du T1, c'est de façon électronique. Du bureau de départ qui émet le T1 vers le bureau de destination qui est chargé de recevoir la marchandise. Et par ce biais de T1, le bureau de destination, quand la marchandise arrive, elle nous informe dans le système comme quoi la marchandise est arrivée, elle est sortie et ils appuient CT1. Là, nous, on reçoit l'information comme quoi la marchandise. Donc, ça nous permet de suivre effectivement la marchandise. Le suivi électronique des marchandises en transit est jugé efficace depuis sa mise en application. Ce mécanisme de dissuasion des conducteurs indélicats a permis de réduire de façon significative les reversements de marchandises. Le suivi est fait grâce à quoi? Le tracking est là, mais c'est grâce à la balise qu'on a posée depuis le départ ici. Cette balise-là a toutes les informations. Je dis que c'est un outil de soulagement. Elles sont efficaces. Les reversements, ce que nous appelons reversements, ont diminué. L'OTR envisage d'accentuer la sensibilisation des conducteurs et aussi des populations afin que celles-ci apportent leur contribution pour éviter les reversements. L'actualité politique de ce lundi est marquée par cette conférence débat animée à Dapaon par les responsables locaux et sympathisants du parti politique le NI. Les discussions ont essentiellement porté sur la décentralisation. De Dapaon, la correspondance de Désiré Aloni. Une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Charles Ouanga de Dapaon. En ce 11e dimanche de l'ordinaire, le parti politique le nie pour prier et dire merci à Dieu créateur pour tous ses bienfaits à l'endroit du pays en général, le Togo, et pour le parti le nie en particulier. Le père célébrant a demandé à tous les fidèles d'agir au quotidien selon les normes divines et la foi. Le pardon doit guider tous les Togolais afin de construire ensemble le pays. Une conférence débat après la messe pour partager la vision du parti sur des thèmes notamment des réformes constitutionnelles et institutionnelles, la décentralisation ainsi que la charité. Cette journée d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu de tous ses bienfaits pour notre pays, le Togo, sur notre président national et sur l'ensemble du peuple togolais. Pour nous, il ne sert à rien de se retrouver dans la rue parce que rien ne vaut la vie. Il faut vivre avant de faire un combat politique. Donc nous n'invitons pas nos militants dans les rues, mais nous invitons nos militants à une prise de responsabilité citoyenne. Et enfin qu'on puisse débattre cette thématique et trouver des solutions. Le parti politique le NI
est un parti rassembleur. Et pour le NI, on doit vivre ensemble. Le parti LENI a appelé tous les Togolais à privilégier la voie du dialogue pour construire le Togo dans la paix. À la découverte à présent d'un talent, celui d'un jeune artiste plasticien. Des paysages, des scènes de la vie quotidienne, des messages de paix. Voilà ce qu'il exprime à travers ces tableaux que nous fait découvrir dans ce dossier reportage Prudence Zinsou. Un petit atelier où sont exposés de grands talents. Kossi Biova voulait devenir artiste ou rien. Aujourd'hui, il y est parvenu. Sur ces tableaux, il peint la femme, la nature, la vie et fait même des portraits. C'est les masques africains. Par exemple, si tu vois ça là, ça c'est balafon. Ici, c'est le tam-tam. Ça là, ça exprime quoi? Ça exprime tout. C'est l'Afrique ça. Parce qu'en Afrique là, quand tu vas en Afrique, tu peux trouver les balafons, tu peux trouver tam-tam, tu peux trouver les hommes comme ça. Nous faisons aussi le portrait. Comme ceci. Ça là, c'est les paysages que nous faisons ici. Biova veut à tout prix s'illustrer et convaincre avec sa griffe. Son ambition, devenir un grand nom de l'art africain. Je veux devenir comme les grands artistes comme Jimmy Hope, Paul Haï, Picasso. Je voulais aussi participer aux grandes expositions à l'extérieur ou à l'intérieur. Je veux apporter la paix parce que sans la paix, nous ne pouvons pas rester ici. Le jeune artiste ne vit pas encore totalement de son métier, mais il compte le perfectionner, nouer des partenariats, profiter des expériences de ses aînés pour parvenir au sommet de son art. Et puis un autre savoir-faire à découvrir à présent, celui d'une styliste qui se passionne dans la combinaison des perles et des pagnes. Son ambition, être différente par son originalité. Portrait avec Esther Laclé. Attributs essentiels de l'identité africaine, le pagne et les perles inspirent de plus en plus les créateurs. Ces accessoires occupent le quotidien d'ici. L'amour des couleurs, l'envie d'allier la tradition à la modernité ont amené cet artiste à valoriser cet héritage du continent noir. L'aventure a commencé en 2012. L'amour de l'Afrique, tout simplement, qui m'a emmené à vouloir créer des produits qui me ressemblent un peu ou qui me donnent un peu mon identité. Mes racines étant africaines et mes ailes complètement occidentales. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Ce n'est pas du tout mon parcours pourtant, mais je suis tombée dedans par hasard et par passion et je veux y rester le plus longtemps possible. Que quand je commençais, il n'y avait pas beaucoup de gens dans le pagne, en tout cas qui travaillaient autant le pagne qu'aujourd'hui. Je ne suis pas non plus précurseur dans le domaine, mais il y a plusieurs produits que nous on a inventés et qu'on n'avait jamais vus à Perles et Pagnes avant de les faire. Pourquoi? Tout simplement, non, ça n'a pas été facile. Finition parfaite, travail bien fait sont le credo de cette femme. Le pagne, sous toutes les couleurs et sous toutes les formes, meuble l'atelier. Le travail produit par la marque Perles et Pagnes est simplement admirable. C'est toujours en fait l'amour de vouloir bien faire les choses et d'aller un peu au-delà de ce qu'on sait faire déjà. Il y a certes beaucoup de joueurs sur le marché, mais nos produits, chaque fois nous essayons d'avoir une particularité. Notre finition, c'est ce que apparemment les gens apprécient le plus chez nous. Ça diffère un peu de beaucoup de produits qu'on trouve sur le marché et c'est juste la qualité qu'on veut vendre. Sac, collier, porte-documents, porte-chéquier, accessoires de décoration en pagne, on y trouve un peu de tout. Ce qu'au départ n'était qu'une passion est devenu aujourd'hui une entreprise qui emploie 16 artisans. Bon, avant, je ne connais pas ce métier. Bon, arrivé dans les perles pagnes, j'ai vu des choses extraordinaires. Parce qu'il y a les sacs qu'on fait, les sacs compagnons de voyage. Il y a les grands conférenciers, les mini-conférenciers. Il y a l'édit, il y a tout qu'on fait. Chaque article est unique, ce qui fait la particularité de Perles et Pagnes. La griffe est aujourd'hui assez représentative dans la sous-région et à l'international. Et pourtant, rien ne présageait un tel essor. Celle qui a eu cette ingénieuse idée est plutôt diplômée en business administration.
Au-delà de valoriser la beauté de la femme, Essie contribue à sa manière à la protection de l'environnement. Ces débris de pagne très souvent brûlés par les stylistes sont récupérés, cousus et servent à confectionner d'autres articles. Elle met tout en œuvre pour valoriser les produits locaux. Voilà, c'est sur ces belles couleurs que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.